dépécissement des patients en sepsis sévère en choc septique hospitalisés en réanimation, qui s'intitule l'étude de US Diamonds. Je vais surtout vous présenter le protocole en cours. Je n'avais pas tout compris pour une analyse intermédiaire. Moi, je paye un biostatisticien, j'ai aucune compétence pour rédiger ma partie. Donc, je vais d'abord vous présenter le protocole en cours et puis les résultats attendus. Alors, tout d'abord, un petit point sur le contexte de cette étude. Le sepsis, qui est une pathologie très fréquente dans les services de réanimation, une étude européenne qui a été publiée en 2006 le montre bien. Dans différents services de réanimation en Europe, on observe une fréquence des patients en sepsis sévère qui va de 10 à 64% des patients hospitalisés. Et en France, un tiers des patients hospitalisés en réanimation souffrent d'un sepsis sévère. Évidemment, la fréquence va varier selon les services de réanimation, mais tout ça pour dire que c'est une pathologie extrêmement fréquente. Ce qu'on sait également, c'est qu'il y a une atteinte musculaire importante dans le sepsis, avec certaines physiopathologies semblables à celles du patient BPCO. Et on sait qu'il y a une atteinte de nombreux sites responsables du mécanisme d'excitation-contraction de la fonction musculaire, une altération de la bioénergétique musculaire, une réduction de la masse musculaire et une diminution de la force spécifique du muscle. Les muscles respiratoires et les muscles périphériques sont atteints, et on sait qu'il y a une atteinte préférentielle du diaphragme chez les patients en sepsis sévère ou en choc septique, qui se caractérise par une perte de la force contractile et une diminution du volume du muscle. Certains auteurs, comme Suplinski, parlent même en fait de la dysfonction diaphragmatique comme une défaillance d'organes du patient en choc septique. C'est vraiment quelque chose d'important chez ces patients-là. Et on sait également que la fonction diaphragmatique, c'est un facteur clé dans le sevrage de la ventilation mécanique, et notamment sa réussite, d'où un monitoring indispensable et extrêmement important, et qui va permettre également, ce monitoring et la surveillance de ces fonctions du diaphragme, d'adapter la stratégie thérapeutique chez les patients, notamment en échec de sevrage. Alors actuellement, les outils d'évaluation du diaphragme, en tout cas les gold standards, sont des outils qui sont invasifs, qui sont hautement complexes dans leur nature, qui nécessitent des équipes spécialisées, qui sont difficilement réalisables en routine, sauf dans quelques services spécialisés. Et l'alternative à l'évaluation de la fonction diaphragmatique, c'est l'échographie du diaphragme, qui est plutôt simple, qui est non invasive, et qui aurait une certaine pression diagnostique dans le diagnostic de dysfonction diaphragmatique. Actuellement, il n'y avait aucune donnée dans la littérature sur l'évaluation de la fraction d'épaississement du diaphragme chez les patients sepsis sévère ou en choc septique hospitalisés en réanimation. Et c'est tout l'intérêt de cette étude. Donc l'objectif de cette étude, en ce qui concerne l'objectif principal, c'est de déterminer la fréquence de la dysfonction diaphragmatique par mesure échographique de la fraction d'épaississement. Je vais vous expliquer ce que c'est tout à l'heure, chez les patients sepsis sévère et en choc septique en réanimation. En ce qui concerne les objectifs secondaires, évidemment, l'idée c'est aussi de suivre l'évolution, l'histoire naturelle de la fonction du diaphragme par mesure échographique au cours de l'hospitalisation en réanimation. C'est aussi de mettre en évidence des facteurs de risque de dysfonction du diaphragme, de mettre en évidence également des facteurs associés à cette dysfonction diaphragmatique, et aussi de déterminer si la mesure de la fraction d'épaississement du diaphragme chez ces patients-là a un potentiel caractère pronostique. Voilà pour les objectifs de cette étude. En ce qui concerne la méthode, c'est une étude interventionnelle qui évalue un soin courant, prospectif, non randomisé et monocentrique. Elle se déroule au groupe hospitalier Paris Saint-Joseph dans le service de réanimation. Le critère d'évaluation principal, c'est la fréquence de la paralysie diaphragmatique qui est définie par une fraction d'épaississement inférieure à 20%. Ça, c'est quelque chose qui a été mis en évidence dans la littérature et qui est utilisé dans l'ensemble des études qui veulent évaluer la dysfonction du diaphragme. Et les critères d'évaluation secondaire, ce sont l'évolution de cette fraction d'épaississement au cours de l'hospitalisation en réanimation, le recueil des potentiels facteurs de risque de la dysfonction, le recueil également des potentiels facteurs associés à la dysfonction diaphragmatique et le recueil d'éventuels facteurs pronostiques de cette dysfonction. En ce qui concerne les critères d'inclusion, ils sont assez larges, ce qui permet, hormis le critère principal, l'hospitalisation en réanimation, le patient qui déclare un sepsis sévère ou un choc septique, il n'y a pas trop de restrictions sur l'inclusion des patients. Évidemment, un patient majeur qui accepte de participer à l'étude. Ça, ce sont les seuls critères d'inclusion. En ce qui concerne les critères d'exclusion, tout d'abord, les patients qui présentent un antécédent de pathologie neuromusculaire, ça c'est évident.
une chirurgie thoracique récente pour éviter du coup, les lésions du nerf phrénique qui auraient biaiseraient le suivi de la fonction diaphragmatique dans le sepsis, les patients moribonds, les patients qui présentent une malformation, une lésion chronique du diaphragme, évidemment le refus des patients de participer à l'étude. J'ai oublié de le mettre, il y a également les limitations thérapeutiques qui sont un critère d'exclusion. Évidemment aussi le patient qui va rester hospitalisé plus de 48 heures, en tout cas dont la durée prévue est supérieure à 48 heures, seront inclus dans l'étude. En ce qui concerne la méthode de mesure en elle-même de la fraction d'épaississement du diaphragme, elle s'effectue chez les patients en décluse dorsale, inclinée à 30 degrés, telle qu'elle est décrite dans la littérature. La sonde échographique est placée sur la ligne axillaire antérieure, entre la ligne axillaire antérieure et la ligne médio-axillaire, 0,5 à 2 cm sous le sinus costo-diaphragmatique. Et la mesure, donc le calcul de la fraction d'épaississement, sera effectué sur la mesure de l'épaisseur du diaphragme en fin d'inspiration et en fin d'expiration, en mode TM, ça je vais vous le montrer juste après, avec cette équation-là qui permet de calculer la fraction d'épaississement, qui est égale à l'épaisseur en inspiration moins l'épaisseur en expiration, divisé par l'épaisseur en expiration, multiplié par 100 pour un pourcentage, et on a la fraction d'épaississement du diaphragme. Ce qui caractérise du coup sa capacité de contraction. Donc, simplement pour illustrer la façon dont se déroule la mesure, donc la sonde est placée sur la ligne axillaire antérieure ici, donc sous le sinus costo-diaphragmatique. Et là, on voit à quoi ressemble un diaphragme en échographie. Donc, il est constitué en fait de trois structures. Une structure anéchogène qui est la structure centrale. Donc, ça, c'est le diaphragme. Il est entouré par deux couches, une couche externe qui est la clèvre et une couche interne qui est le péritone. Donc, ensuite, la mesure s'effectue en OTM, là où on a du coup le suivi d'un point précis de l'image au cours du temps. Donc là, on voit ici l'épaisseur en inspiration qui est plus large et l'épaisseur en expiration. Donc on fait les mesures à partir de cette image-là pour calculer la fraction d'épaississement. En termes de statistiques, bon, évidemment, moi j'ai laissé ça aux professionnels parce que je suis incapable de faire la partie statistique d'un projet de recherche. La dire, c'est déjà quelque chose, donc effectivement, comme disait Grégory, et rédiger, c'est une toute autre chose. De façon générale, bon, évidemment, la fréquence de la dysfonction du diaphragme sera exprimée en proportion. La détermination des facteurs associés à des valeurs hautes ou basses de la fraction d'épaississement le seront par une analyse univariée. Les mesures d'association de différents facteurs avec cette fraction d'épaississement seront déterminées par une analyse multivariée. On utilisera les mêmes méthodes en fait pour les associations de facteurs avec la présence d'une dysfonction du diaphragme ou non. Et ensuite, en ce qui concerne l'impact en fait, de la fraction d'épaississement sur les facteurs pronostiques, on utilisera l'analyse de Kaplan-Meier. Je n'irai pas plus loin dans la partie statistique. C'est une étude pilote et on a choisi d'inclure une cinquantaine de patients. On a, de façon annexe à l'étude principale, on a choisi également d'évaluer la reproductivité intra- et inter-observateur de la mesure, parce que c'est quelque chose qui n'est pas encore très clair dans la littérature scientifique. On n'est pas encore certain qu'il y ait une bonne reproductivité de cette mesure. C'est toujours important d'évaluer cette partie-là dans l'étude. Et on est en train de rédiger un amendement au protocole pour ajouter un groupe de patients contrôle, donc des patients non sceptiques. En ce qui concerne les résultats, c'est plutôt des résultats attendus. Là, je vais vous citer l'exemple d'une étude d'Alexandre Demoule et son équipe qui est vraiment intéressante sur le suivi de la fonction diaphragmatique. Cette fois par mesure des pressions transdiaphragmatiques sur une population de patients en réanimation déventilés, qui a cherché à étudier la prévalence de la dysfonction du diaphragme, les facteurs associés, les facteurs de risque, les facteurs pronostiques. C'est un peu le même design de cette étude-là sur une population différente et avec un moyen de mesure différent. Les mesures des pressions transdiaphragmatiques restent actuellement le standard pour la mesure de la fonction du diaphragme. Ce qu'on peut obtenir ici, là, dans leur première analyse, c'est qu'il n'y a pas d'association entre la dysfonction du diaphragme et les variables démographiques, l'IMC, le tabac, la cirrhose alcoolique et le diabète. Ce qui peut paraître étonnant, peut-être que les résultats seront différents chez les patients en sepsis. Ensuite, donc, une autre partie de leur analyse met en évidence une association de la dysfonction du diaphragme avec le SOPA, donc la gravité du patient en réanimation, avec le sepsis, évidemment, ça on s'y attend, avec la présence d'hypnotiques, d'opioïdes, de stéroïdes et également de vasopression. Donc on sait que ces facteurs sont associés à la dysfonction du diaphragme. Et dernier résultat, on voit ici, du coup, sur ce tableau-là, qu'il y a l'absence d'association entre la dysfonction du diaphragme et la durée de ventilation mécanique, ce qui peut paraître étonnant.
peut-être que chez la population de patients sepsis, les résultats sont différents. Et de même, elle n'a pas d'impact, il n'y a pas d'association avec la durée d'hospitalisation en réanimation à l'hôpital. Par contre, il y a une association assez forte avec la mortalité en réanimation et hospitalière pour les patients qui présentent une dysfonction du diaphragme. Autre résultat, c'est la probabilité de survie des patients qui présentent une dysfonction ou non. On se rend compte que la présence d'une dysfonction du diaphragme est un facteur pronostic mauvais en ce qui concerne la mortalité du patient. Alors simplement pour conclure, le diaphragme c'est vraiment un muscle clé chez les patients à sepsis sévère en choc septique, puisque c'est un muscle qui est atteint dans cette pathologie-là et qui a un impact fort sur la mortalité du patient, sur la réussite ou non du sevrage de la ventilation mécanique. Son évaluation est bien sûr un enjeu chez ces patients-là en termes de diagnostic de dysfonction pour évaluer, pour établir un pronostic de ce patient-là, adapter évidemment la stratégie thérapeutique en fonction de la présence ou non d'une dysfonction du diaphragme, identifier des patients à risque de dysfonction, notamment par la présence de facteurs associés ou de facteurs de risque. Et actuellement, il n'y a aucune donnée sur l'évaluation du diaphragme chez les patients sepsis, en tout cas en ce qui concerne la mesure de la fraction d'épaississement par échographie. C'est tout l'intérêt de cette étude de déterminer la prévalence de la dysfonction du diaphragme, les facteurs associés, les facteurs pronostiques et les facteurs de risque. Merci de votre attention.